Introduire une disruption majeure dans le transport aérien, c'est le défi d'une nouvelle industrie, celle de l'hydrogène propre, le H2, commence à agréger une multitude d'acteurs qui s'aventurent en terre inconnue. Alors pour en parler, Pierre-Étienne Franc, président du fonds 5T Hydrogène, un fonds dédié aux infrastructures hydrogène Pure Play. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Vous avez passé la dernière décennie, on peut le préciser, à développer les activités hydrogène d'Air Liquide avant de vous consacrer entièrement à la création de votre fonds. Et puis avec nous également Philippe Delmas, ancien vice-président d'Airbus et auteur et spécialiste de la tech. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Alors première question, est-ce que l'hydrogène peut disrupter l'aviation ? Peut-être commencer par expliquer à vos auditeurs le problème climatique de l'aviation. C'est assez simple. Pourquoi il faut le disrupter ? Alors, pourquoi il faut le disrupter ? Pour une raison simple, c'est qu'un avion qui vole, c'est un moteur. Un moteur d'avion comme un moteur de voiture, ça émet du gaz carbonique, qui est, comme nous le savons tous, un puissant facteur de réchauffement du climat. Et donc, là-dessus, on a un problème qui est le même que votre voiture. Et puis, on a un second problème qui est propre à l'aviation, qui est ces belles traînées blanches que vous voyez dans le ciel. Et les belles traînées blanches, ça représente en réalité les 2/3 de l'impact climatique de l'aviation. C'est un problème spécifique aux avions, qui n'existe pour aucune autre industrie, et qui sont les effets... Qu'est-ce que c'est ces belles traînées blanches ? C'est la suie des moteurs, ce que vous trouverez dans le pot d'échappement de votre voiture, qui est rejeté dans l'atmosphère en altitude, où il fait très froid, il y a un tout petit peu d'humidité, ça fait des cristaux de glace. Ces cristaux de glace forment des nuages, et ces nuages empêche la chaleur de s'échapper, et ceci représente les 2/3 de l'impact climatique des avions. Donc l'aviation a deux sujets à traiter, le CO2 comme tout moteur d'une part, et l'impact en haute altitude d'autre part. Et de ce point de vue-là, l'hydrogène est incontestablement une solution qui pourrait contribuer à résoudre ces deux problèmes. Vous êtes d'accord, Pierre-Étienne Franc ? Je suis d'accord, mais ce qu'il y a, c'est que c'est d'autant plus pertinent que l'hydrogène joue un rôle ailleurs. Et que s'il y avait que le sujet aéronautique, ce serait pas forcément très simple de réfléchir à l'hydrogène dans l'aéronautique. Mais il se trouve que pour décarboner les secteurs lourds de l'industrie, pour décarboner les secteurs lourds des transports routiers, ferroviaires, maritimes, l'hydrogène est une des solutions. Donc avec l'aviation, on couvre l'ensemble des modes de transport, et quelque part l'aéronautique va bénéficier de ce qui se fait sur les autres secteurs. Et enfin, le dernier point, c'est que quand on regarde le monde des transports, il y a quand même des grands hubs qui sont les ports et les aéroports. Donc d'avoir de l'hydrogène dans ces deux endroits où, pour desservir des endroits qui sont des hubs multimodaux, c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, il y a beaucoup d'enjeux technologiques. Évidemment. On va les dévoiler aujourd'hui, c'est l'objectif de ce talk. On peut préciser aussi qu'on parle de l'hydrogène, mais de l'hydrogène propre. Ah oui, bien sûr. C'est très important, sinon ça n'a plus d'intérêt. Décarbonons l'aviation pour de vrai. Comment on fait pour faire de l'hydrogène propre ? Alors, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est à peu près 70 millions de tonnes, et l'essentiel de cet hydrogène est fabriqué à partir d'hydrocarbures, en cassant la molécule d'hydrocarbures, essentiellement le gaz naturel. C'est très efficace, mais on émet du CO2, puisque le gaz naturel, c'est carbone plus hydrogène. Donc la première méthode, c'est de garder ce carbone, de le capturer, de le séquestrer, ce qu'on appelle le CCS, la capture. Ça marche assez bien, mais c'est limité dans le temps. Parce qu'on n'a pas des gisements infinis, on ne peut pas le stocker partout. Et puis, il faut que quelqu'un accepte de payer le surcoût. Et ce n'est pas complètement vert, parce qu'on continue à utiliser du fossile. Donc l'autre méthode, celle qui est aujourd'hui la plus intéressante et qui permet de boucler des enjeux sur le développement du renouvelable, c'est de stocker l'énergie intermittente, renouvelable, en cassant les molécules d'eau par électrolyse. Et dans ce cas, si ma source, mon électricité pour casser mes molécules d'eau est propre et décarbonée et renouvelable, mon hydrogène est totalement propre. Mais ça, on sait le faire, l'électrolyse. Et ça, on sait très bien le faire, mais on ne sait pas le faire Enfin, on ne sait pas le faire. On ne sait pas encore le faire à la puissance nécessaire. Il faut des centaines de mégawatts, même des gigawatts, pour arriver à produire les besoins d'hydrogène dont on a besoin pour les aéroports, pour des grands ports, pour des grands besoins dans l'industrie. Et c'est ça l'enjeu de la décennie qui vient. C'est de passer d'électrolyseurs qui font quelques dizaines de mégawatts à des électrolyseurs qui font quelques centaines de mégawatts, puis quelques gigawatts, et d'arriver à faire ça de manière la plus économique possible et la plus efficace possible. Et la plus écologique possible. Comment on fait pour, si décarboner l'hydrogène pollue davantage que de... Ah ben là, non. Si vous faites un électrolyseur qui va prendre de l'énergie renouvelable qui vient de l'éolien, du solaire, barrage hydroélectrique, éventuellement du nucléaire quand on a du nucléaire,
et que cet électrolyseur, il n'est pas polluant. Il va véritablement générer une molécule qui soit propre. Donc là, il n'y a pas de sujet. Les électrolyseurs ont quelques métaux rares, mais qui sont pas, enfin, c'est pas des quantités astronomiques, c'est pas un enjeu fondamental, ça. Un des points importants que vous soulignez auparavant, c'est qu'effectivement, l'hydrogène, en ce qui concerne l'aviation, bon, le rêve, mais on est quand même assez loin du compte, c'est de faire des avions dont le carburant serait l'hydrogène. Oui. Bon, ça serait super. Donc, Airbus a annoncé un projet à l'horizon 2035, mais ça sera un petit avion. Ça sera 100 places. 30 passagers qui iront de Toulouse à Bordeaux. Vous irez pas, c'est pas demain que vous ferez voler un A320 de Paris à Nice avec de l'hydrogène. Alors, justement... Mais il y a quand même un autre bénéfice de l'hydrogène. C'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce que l'aviation peut faire? L'aviation a un gros problème, c'est que son progrès technique est super lent. En gros, vous avez une nouvelle génération de moteurs d'avion tous les 15 ans. Donc ça va pas vite. Et le GIEC vous dit, on n'a plus que 30 ans, les gars, il faut faire vite. Qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite avec de l'hydrogène notamment? C'est produire des carburants beaucoup moins sales que le kérosène. Et ça, pour ça, il faut de l'hydrogène et de l'hydrogène propre. Et c'est ces nouveaux carburants aéronautiques qui existent, dont certains sont déjà certifiés et commencent à être produits. Vous avez quelques pourcents des vols aujourd'hui dans le monde qui sont avec des carburants où les émissions de CO2 totales du carburant, c'est-à-dire depuis sa production jusqu'à son usage, sont un quart, un dixième de ce que vous avez avec le kérosène. Et donc, en attendant de faire voler des avions uniquement à l'hydrogène, vous avez déjà une façon d'utiliser l'hydrogène qui va être de produire des carburants moins sales et aussi efficaces que le kérosène. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait faire tout de suite. C'est un potentiel énorme. Pour progressivement atteindre les objectifs écologiques. Alors, l'objectif justement du gouvernement français, c'était d'atteindre un avion vert à l'hydrogène d'ici 2035. Je comprends que pour vous, ce n'est pas réalisable. Si, je pense qu'en 2035, je pense que le patron d'Airbus, Guillaume Faury, a annoncé, ce qui est un type plus que sérieux, qu'il ferait voler un avion entièrement à l'hydrogène en 2035. Il le fera. Simplement, il n'a jamais dit qu'il ferait voler un A320 à l'hydrogène. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Mais c'est quand même leur objectif à terme. Alors, les horizons de temps, moi, je les connais pas. Enfin, il y a des enjeux technologiques importants, mais qui ne sont pas insurmontables, parce qu'on a toutes les briques, mais il faut tout combiner. C'est ça qui n'est pas facile. On va les éplucher ensemble. Mais effectivement, à terme, je pense que la cible, c'est quand même les avions régionaux. C'est les avions de 100, 200 places qui vont faire 2000 km. D'accord, donc on ne parle pas de long courrier, non, les longs courriers, je pense que ni même de moyen courrier. En gros, si vous regardez le plan de marche d'Airbus sur l'hydrogène, en supposant que tout se passe bien, à 2035, vous avez vraiment des avions régionaux, donc vous êtes en dessous de 50 passagers. D'accord. Et vous êtes à 500, 600 km. Mais bon, alors, il y a on se dit, bon, c'est pas beaucoup, c'est pas grand-chose. Mais c'est déjà ça. C'est tout le débat. C'est déjà ça. Et par ailleurs, ce sont aujourd'hui des avions où les émissions de CO2 par passager kilomètre sont les plus élevées. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup des avions régionaux. Non, alors vous avez raison, ça fait... Alors les avions régionaux dans le monde entier, c'est 8% des émissions de CO2 de l'aviation. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Il faut bien commencer quelque part. Le point là, véritablement, c'est que vous allez valider un certain nombre de technologies clés sur des avions un peu moins complexes que les gros avions. C'est important qu'on comprenne les échéances réalistes. En fait. Et donc ça, c'est 2035. 10 ans plus tard, donc quelque part aux alentours de la décennie 2040, vous pouvez espérer avoir un prototype d'un A320 faisant Paris-Nice avec de l'hydrogène. Mais pas avant ça. Donc c'est 10 ans plus tard. Vous êtes à 2045. Le temps de passer à la grande échelle. Donc autant dire que pour le calendrier du GIEC, qui est qu'on doit être décarboné en 2050, c'est pas vraiment, ça ne va pas contribuer beaucoup. Et il n'y a pas de solution aujourd'hui envisagée qui permette de faire un Paris-New York à l'hydrogène. Donc ça attendra. Et le dopage des turbopropulseurs existants à l'hydrogène, ce qui est une des solutions que regardent les avionneurs aussi, ça peut aller plus vite, non? Ça peut aller un peu plus vite. Les avionneurs n'ont pas l'air de considérer que ça soit une étape intermédiaire qui les aide beaucoup, parce que la clé de la question, on va en parler, j'imagine, c'est quand même le redessin de l'avion. Pour le stockage de l'hydrogène. Ça, c'est une vraie difficulté. Et l'acheminement de l'hydrogène jusqu'au moteur. Oui, parce qu'on doit le faire liquide. Oui, mais alors justement, premier défi, l'hydrogène liquide est plus lourd que le kérosène. Non, il n'est pas plus lourd, mais il est plus volumineux. Il est plus volumineux, voilà. Il est exactement. beaucoup moins lourd, Vous faites bien me corriger, c'est ça. Mais il est 4 fois plus volumineux. C'est ça le sujet. Mais alors, comment on fait ?
Eh ben, on Il faut redessine l'avion. redessiner. Exactement. Redessine-moi un avion. Voilà. Alors on peut en mettre, on peut sur des avions classiques en mettre pour justement des avions qui vont faire des propulsions, des distances pas très importantes. Donc c'est pour ça qu'on est sur des avions régionaux. Si on veut commencer à faire des avions qui ont des vraies grandes distances, on veut stocker 1 tonne d'hydrogène en gros. Oui. Bah c'est ces fameux concepts d'aile volante quoi, où on essaie de distribuer le volume de manière équilibrée sur toute la surface de l'avion en fait et sur les ailes. Et donc on doit reconditionner, enfin de redéfinir complètement la forme de l'avion, Le fuselage. son fuselage, avec des enjeux d'aérodynamisme, j'imagine, assez importants. Oui. Et c'est ça le gros challenge. Mais en même temps, c'est probablement ça qui est assez excitant, exaltant pour les ingénieurs de cette filière. Hein, c'est qu'ils contribuent à définir un nouveau mode de propulsion qui... On a l'enjeu des 2050, mais enfin, on espère tous que les civilisations vont aller un peu plus loin. On est en train de créer les avions du futur, en fait. Donc, il y en a... Oui. Alors, sachant qu'aujourd'hui, les ingénieurs aéronautiques sont des gens prudents, comme vous savez, il y a peu d'industries aussi obsédées par la sûreté, La sécurité, la oui. sécurité que C'est le l'aéronautique. sujet que je voulais aborder. Et par conséquent, les premiers designs vont être des designs classiques, où vous avez un travail qui, sur le papier, est assez simple. On se dit, il faut que je case mes réservoirs. Vous pouvez pas les mettre vous pouvez plus les mettre dans les ailes. Il n'y a pas assez de volume, donc vous les mettez à l'arrière de l'avion. En gros, c'est le dessin. Les dessins initiaux iront vers ça. Ça, c'est relativement simple. Ça revient à changer l'équilibre des masses d'un avion, mais ça, c'est un truc qu'un ingénieur aéronautique sait faire. Vous avez une deuxième difficulté quand même, c'est que vous allez devoir faire circuler de l'hydrogène liquide depuis ces réservoirs à l'arrière de l'avion jusqu'aux moteurs qui sont toujours sur les ailes, comme un avion régional classique. Ça, c'est des choses qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas nécessairement dans les durées d'exploitation des avions. Oui. Quand vous, Sur les fusées. Voilà. Sur les Alors, fusées, sur les c'est quelques fusées, minutes. vous avez des débits phénoménaux, Oui. mais d'abord les fusées, vous fichez un peu du prix. Ensuite, ça fonctionne quelques minutes. Là, vous avez un avion qui va voler 1 heure, 2 heures, donc il faut quand même être sûr, et c'est pas si simple que ça, que votre tuyauterie va fonctionner correctement. Or, l'hydrogène a plein de qualités, mais c'est un gaz, comme c'est la molécule la plus légère, c'est un gaz super volatile. Donc, il faut assurer une circulation liquide correcte, puis une arrivée dans le moteur et une combustion du moteur sans qu'il y ait de fuite, parce que par ailleurs c'est un gaz qui peut être relativement explosif. Donc c'est pas des sujets extraordinairement compliqués, c'est des sujets extrêmement précis sur des conditions d'exploitation qu'on ne connaît pas. Donc ça ce sont des contraintes qui rendent les ingénieurs aéronautiques très méticuleux pour de bonnes raisons. Oui. Il faut quand même être sûr que ça marche, c'est que ça ne vous pète pas les figures dans une circonstance inattendue. Et c'est ce qui va prendre le plus de temps. Si vous parlez aux fabricants de moteurs, le fait de brûler de l'hydrogène dans un moteur, c'est pas un truc compliqué. Non, ça, c'est pas un problème. Non, ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est la conception de l'avion. Pas très difficile, enfin, c'est quand même nouveau. Et c'est en revanche le fonctionnement du système, c'est-à-dire le réservoir, les tuyaux, l'arrivée. Et le froid, ravitaillement et aussi. toute l'isolation, Ouais. et l'arrivée à faire des réservoirs qui soient à la fois légers, résistants et thermiquement extrêmement bien isolés, parce qu'on est à moins 250 degrés, donc c'est pas totalement anodin ça. Donc ça, effectivement, tous ces enjeux-là sont maîtriser brique par brique, mais faire une conception d'ensemble qui tourne, ça c'est un vrai sujet. Justement, comment on s'organise? Il y a un écosystème qui est en train d'éclore autour de l'avion hydrogène. Qui sont les acteurs? C'est le rôle des acteurs. Il y a les aéroports, il y a les fabricants d'hydrogène, donc effectivement mon ancienne société Air Liquide. Il y a les avionneurs, il y a les constructeurs de moteurs. Tous ces gens-là sont en train de s'organiser en consortium. A priori, il faut mettre ensemble des plateaux d'équipes communes qui vont mettre ensemble les compétences et des expertises très diverses. Puis arriver à se mettre d'accord sur les partages de propriété intellectuelle pour avoir une approche véritablement gagnante-gagnante et collective, quoi. Soit les entreprises arrivent à sortir d'une vision très focalisée sur leurs intérêts particuliers pour faire un projet collectif, et dans ce cas-là, ça peut décoller, sans jeu de mots. Soit elles n'y arrivent pas, et là, on va rentrer dans des batailles de R&D, de propriété intellectuelle qui font que le truc avancera pas. Donc c'est ça vraiment l'enjeu pour moi, c'est d'arriver à faire D'accord, en sachant l'industrie aéronautique est une industrie extrêmement intégrée, parce qu'un avion, c'est un système complexe et complet. Donc les grands acteurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ont l'habitude de travailler ensemble depuis 70 ans. Donc ils se connaissent tous bien. Alors après, il y a d'une part des enjeux économiques sérieux. Il y a d'autre part aussi, et c'est pour moi un sujet extrêmement important, l'engagement
que les États vont mettre. Quand je dis les États, c'est aussi bien les États nationaux que l'Union européenne. Alors on va en parler justement de cette pour aider le positionnement. process. Et l'industrie n'a pas franchement besoin qu'on lui tienne la main pour résoudre ses problèmes techniques. Elle sait faire ça très bien. Alors la France est partie un petit peu en retard. Je vous propose, on a eu le ministre des Transports Jean-Baptiste Djebbari qui était sur le plateau de Smartech il y a quelques semaines. On va l'écouter tout de suite. Il faisait référence à ce moment où on a lancé finalement le marché de l'hydrogène en France. Écoutez. C'est vrai que par exemple les Allemands ont commencé un peu plus tôt, on en parlait il y a quelques semaines maintenant, à compter de 2013, ont figé des premières technologies et font ça de façon incrémentale. Quand nous on a attendu un petit peu, ce qui veut dire qu'on a un effet aujourd'hui de massification un peu rapide. On doit rattraper un tout petit peu, être plus habile sur disons les degrés de maturité technologique pour créer cet effet d'entraînement systémique absolument positif. Compte tenu de ces timings-là, est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec cette analyse sur le retard ou pas de la France et est-ce que ça va jouer sur le positionnement de la France dans cette course européenne? Technologie, on n'a pas de retard. Non, on n'a pas de retard. Les plus beaux acteurs de la place sont souvent en France. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à impulser un programme d'envergure et je pense que c'est en partie. Là, je suis pas inquiet là-dessus et la filière aéronautique européenne sur l'aspect strictement aéronautique. Oui, évidemment. Et au niveau, la préoccupation que vous pouvez avoir quand même, qui est celle du jour, c'est que vous regardez ce qui s'est passé depuis le début de l'année 2021. L'Union européenne a fini par pondre laborieusement, le 14 juillet, un volumineux document qui vous explique comment on va se décarboner entre 2030 et 2050. Quand vous lisez ce document, parfaitement rasoir, mais quand même important, vous apercevez qu'il y a des diagnostics techniques, des évaluations bien précises de ce qu'il faut faire. Il n'y a à peu près aucune indication sur la façon concrète dont on va passer à la mise en œuvre des différents projets qui sont très bien décrits. Vous regardez ce qui se passe en simultané, et l'industrie a été consultée, mais pas vraiment partie prenante. Sinon, vous auriez eu des mesures concrètes qui répondaient à votre question. Dire, OK, voilà, on va commencer de telle façon, voilà l'argent que ça va coûter, voilà les étapes techniques qu'on doit réunir, et voilà l'échéance qu'on se donne. Aux États-Unis, vous avez eu un phénomène complètement différent, et moi je suis très impressionné de ce point de vue-là. Vous aviez le transport aérien le plus conservateur du monde. Les compagnies aériennes américaines, jusqu'à ces dernières années, avaient un raisonnement économique très simple, qui est que les vieux avions, ça ne coûte plus rien, ils sont complètement remboursés, complètement amortis, donc plus longtemps vous pouvez les faire voler, mieux c'est. Et alors que les Européens ou les Asiatiques renouvelaient leur flotte très régulièrement, les Américains les faisaient voler jusqu'à la mort des avions. Tout d'un coup, ils se sont dit, et largement sous l'impulsion de Scott Kirby, le patron de United Airlines, il a dit, les gars, on déconne complètement. Le climat va nous rattraper. Et si on n'a pas fait ce qu'il faut, simplement, vous savez ce qui va se passer, on n'aura plus de clients parce que les avions ne pourront plus voler. Mais ce sera la conclusion. En 6 mois de temps, l'industrie américaine, transport aérien compris, compagnie aérienne compris, emmenée par les compagnies aériennes, c'est-à-dire par les clients de l'industrie aéronautique, a dit au gouvernement américain, voilà la feuille de route qu'il nous faut pour être décarboné en 2050. Mais elle n'est pas sans hydrogène. Et il y a de l'hydrogène aussi. Il y a de l'hydrogène aussi. Ils sont passés en revue toutes les technologies possibles, ce que vous disiez au début, avec des calendriers différents, des probabilités différentes. Ils ont précisé le rôle de chaque agence américaine du gouvernement qui pouvait contribuer. Et ça, par rapport à ça, ce qui me manque le plus, c'est pas le retard entre la France et l'Allemagne, c'est que globalement, la dynamique de l'Europe aujourd'hui est moins puissante que celle des États-Unis. Vous êtes d'accord avec ça? Ce sera la conclusion. Je suis d'accord sur le fait qu'il manque les outils d'exécution. Mais l'Europe est la seule qui a défini une ambition systémique sur la transition énergétique et qui montre la voie. Le problème, c'est toutes ces couches de financement et de subsidiarité qui ne sont pas claires entre l'Europe et les États qu'il faut clarifier au plus vite. Bon, ce sera la conclusion de ce débat. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smartech. Merci Pierre-Étienne Franc, président du fonds 5T Hydrogène. Et à vous, Philippe Delmas, ancien vice-président d'Airbus et auteur aujourd'hui et spécialiste de la tech. C'est l'heure de votre rendez-vous sur Smartech.